Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'évaluation et de suivi des risques cyber. Guillaume Aliel, qui est le patron de Finasoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Johan. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Marc-Antoine Ledieu. Bonsoir. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Guillaume, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, merci à tous de me recevoir. Donc pour me présenter brièvement, Guillaume Aliel. Donc je suis cofondateur de Finasoft, et pour vous dire quelques mots sur mon background, donc au départ, en termes d'études, je viens de l'école de commerce, je suis diplômé d'HEC Paris, donc aucun rapport avec la cybersécurité. J'étais même spécialisé en développement durable et social business, donc vraiment rien à voir. Mais en sortie d'école, je me suis passionné pour le sujet et j'ai démarré en cabinet de conseil. Donc j'ai démarré par le cabinet Wavestone, et voilà, j'ai fait du conseil pendant plusieurs années où j'ai beaucoup appris sur le terrain. Et puis après quelques années, j'ai voulu me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, donc Finasoft. Et en parallèle, je partage aussi cette passion et le savoir et l'expérience que j'acquiers au fur et à mesure avec des étudiants, puisque je reviens dans mon école 2 fois par an enseigner le sujet. Donc c'est quasiment le seul cours où les étudiants d'HEC entendent parler de cybersécurité. Donc c'est l'occasion aussi de partager, de intégrer la sécurité, si je puis dire, dans les esprits dès l'école, avant qu'ils intègrent le monde professionnel. Alors qu'est-ce que vous faites chez Finasoft ? Alors chez Finasoft, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que quand on pense à l'innovation cyber, on pense beaucoup à toutes les solutions toujours plus sexy avec de l'intelligence artificielle qui lutte contre toutes les nouvelles menaces, les ransomware, les 0D. Donc on pense vraiment guerre contre les cyberattaquants. Nous, on fait un autre type de guerre, un peu moins sexy, c'est la guerre aux fichiers Excel, qui est une guerre tout aussi prenante, si ce n'est plus, pour les organisations et notamment pour les équipes sécu et les RSSI qui sont submergés de fichiers Excel pour leurs analyses de risque, leur reporting. Et donc nous, on est vraiment positionné sur ce sujet-là. En fait, le constat, c'est que autant sur d'autres thématiques, par exemple sur la thématique commerciale, aujourd'hui c'est inconcevable de tout faire sur fichier Excel. On a des CRM. Sur la thématique comptable, on va avoir des ERP ou des outils de ce type. En cybersécurité, il y a encore une très forte prégnance du fichier Excel. Et donc, à mon sens, il y avait encore quelque chose, il y a encore des pierres et des choses à faire, des pierres à apporter à l'édifice et des choses à faire sur cette thématique. Donc je vais pouvoir vous en dire plus. Mais voilà, en résumé, oui, pardon. D'où ça vient en fait justement cette prégnance ? Comment ça se fait que beaucoup de fichiers Excel soient utilisés ? Moi, je dirais que souvent Excel est meilleur que tous les outils qui sont disponibles sur le marché. Excel ou toute autre solution de... Alors, on a dit qu'on ne dénigre pas la concurrence. Que ce soit LibreOffice ou Google Doc ou... On parlait d'Open Excel aussi. Ou Framacalc, de votre choix. Non, alors la raison pour laquelle, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de fichiers Excel, c'est que le fichier Excel apporte une flexibilité et un contrôle de l'utilisateur qui peut le manipuler, le faire un peu à son image et le calquer sur ses besoins. Et le défaut qu'on peut rencontrer parfois quand on cherche à s'outiller, ça va être la rigidité et la complexité en termes d'adaptation à mes besoins spécifiques. Par exemple, sur le sujet de l'analyse de risque, d'où Finasoft, du coup, on est vraiment... sur le sujet de faciliter et structurer la conduite des activités des organisations autour du thème de l'analyse de risque.
on se rend compte que chaque organisation, et c'est de là d'ailleurs qu'est venue l'idée de Finasoft, c'est de mon expérience personnelle où j'ai fait des centaines d'analyses de risque sur des méthodos différentes, que ce soit des méthodos officielles ou des méthodos maison, on se rend compte que chaque organisation potentiellement a sa propre façon de faire des analyses de risque, ses propres méthodos, et parfois c'est plus rassurant de rester sur l'Excel que de se dire je vais vers un outil qui va un petit peu m'imposer sa façon de faire à lui alors que je veux garder une forme de contrôle. Donc disons que le défi, c'est d'arriver à apporter une structuration de cette activité tout en laissant une flexibilité aux organisations. Sachant qu'après, il y a aussi les organisations qui démarrent sur le sujet et qui sont preneurs aussi d'un outil déjà tout fait plutôt que de passer par la case fichier Excel où il faut aussi pouvoir se permettre de se bâtir son fichier Excel avec ses questionnaires, etc., qui prend souvent du temps et de l'énergie. Donc, là où donc l'avantage du fichier Excel, c'est cette flexibilité, mais il y a quand même une limite du fichier Excel qui est en termes de scalabilité, comme on dit avec un mauvais anglicisme, mais en tout cas en termes de passage à l'échelle où très vite en fait ça devient très compliqué de consolider les éléments de mes Excel, et je sais par expérience personnelle qu'on peut passer 20% de l'année si ce n'est plus à faire des calculs de reporting, à consolider, etc. Donc c'est compliqué d'avoir une vision globale. L'Excel, il n'apporte pas d'ergonomie, il n'apporte pas d'expérience utilisateur, et ça devient très compliqué d'impliquer du coup les autres parties prenantes, alors que l'analyse de risque, c'est vraiment l'activité par excellence où on va collaborer avec le reste de l'entreprise et où il faut réussir à impliquer des gens qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité. Il y a des limites en termes de workflow et de traçabilité. Donc sur tous ces sujets-là, le logiciel apporte une plus-value que n'a pas l'Excel. Donc vraiment le défi, c'est qui permet d'abandonner cet Excel, c'est de se dire je peux souscrire à un outil qui m'apporte tous ces avantages, mais qui me laisse aussi une forme de flexibilité. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que typiquement sur le sujet par exemple de l'intégration de la sécurité dans les projets, des analyses de risque, on est capable avec notre technologie d'intégrer les questionnaires du client dans la plateforme. Donc le client retrouve ces questionnaires sur lesquels il a ses habitudes dans notre plateforme sous une version du coup plus ergonomique, avec la capacité de le faire évoluer dans le temps comme avec son fichier Excel. Donc nous derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des liens entre les éléments clés de la plateforme et tout le calcul d'indicateurs et les fonctionnalités de suivi. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas bien l'analyse de risque, quand tu parles de questionnaire, tu parles de quoi ? Oui, quand je parle de questionnaire, donc l'idée de l'analyse de risque, c'est quoi ? C'est de se retrouver en gros autour d'une table avec des collaborateurs métiers, des collaborateurs IT, et de chercher à se mettre d'accord tous ensemble sur une vision de quels sont les risques sur un périmètre donné. Et pour arriver à ça, je dois récolter de l'information. Il y a beaucoup de déclaratifs. Et donc, les questionnaires qu'on va mettre en place dans le cadre des processus d'analyse de risque sont des questionnaires qui visent à récolter donc des informations qui vont me mettre une sorte de socle de documentation sur le périmètre, qui peut être une application RH par exemple, n'importe quoi, et qui vont nourrir la réflexion sur quels sont mes risques, quels sont les événements que je ne veux pas voir se produire, et qui donc derrière vont me permettre d'aboutir à des recommandations. Donc les questionnaires, qui sont souvent sous forme de fichiers Excel, c'est vraiment le cadre qui va être utilisé pour récolter les inputs auprès des responsables d'applications ou des périmètres sur lesquels je cherche à mener mon analyse. Mais tu peux préciser un peu comment ça fonctionne du coup ? Est-ce que c'est un outil zéro code ? Est-ce que c'est un truc à la Scratch où il y a des blocs visuels qu'on assemble avec des lignes ? Est-ce que c'est un système plus textuel ? Est-ce que tu fais de l'export Excel vers quelque chose ? Oui. À quoi ça ressemble en fait quand on a l'outil entre les mains ? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi facile d'utilisation mais plus puissant qu'Excel ? Oui, donc il y a deux visions sur l'outil, il y a en tout cas à minima deux visions. Il y a la vision des équipes sécu qui ont un peu une vision globale, et il y a la vision des participants de l'entreprise, puisque tout membre de l'entreprise peut potentiellement participer en participant à une évaluation. Donc du point de vue des équipes SSI, quand on arrive sur l'outil, il y a un tableau de bord avec des indicateurs principaux sur mes analyses.
j'ai j'ai deux grandes sections. J'ai une section où je vais retrouver un petit peu tous mes modèles de référentiels en fait qui vont apporter les éléments contextuels à mes analyses, donc mes typologies de données, mes échelles que vous connaissez bien en termes d'impact, de vraisemblance, de besoin de sécu, de niveau de risque, tous ces éléments, voilà, des informations sur l'organisation, les métiers, les processus métiers, les sous-processus, bref tous les éléments vraiment contextuels sur lesquels je peux travailler et qui vont servir de contexte à mes évaluations. Une partie de suivi où là je vais avoir mes listes d'évaluation, mes listes de risques, mes listes d'applications, mes listes de mesures puisqu'il y a un aspect de suivi des mesures, donc vraiment toute une partie plus indicateur suivi et j'ai donc une fonctionnalité qui me permet de réaliser une évaluation, donc un bouton tout simple, je clique, hop, une évaluation démarre. Et du coup en termes de parcours utilisateur, ce qui se passe c'est que en tant que responsable SSI, je veux créer une nouvelle évaluation, donc je clique sur le bouton et une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité d'inviter des personnes que je choisis, ou l'inverse est possible aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une notion de self-service où par exemple un chef de projet sait qu'il a une évaluation à mener, il va faire une demande de création d'une nouvelle évaluation et donc je choisis un certain nombre de paramètres un peu basiques, je peux varier entre plusieurs types de questionnaires, plusieurs types de méthodologies, donc je choisis la méthodo, il y a une notion d'historique où je vais préciser est-ce que l'évaluation que je réalise elle vient en remplacement d'une évaluation précédente, est-ce qu'elle actualise une évaluation précédente, donc voilà, quelques notions un peu de base qui me permettent un ancrage dans un métier ou un processus métier, donc quelques éléments de base qui me permettent de lancer l'évaluation. Et derrière, une fois que j'ai invité les personnes, il y a l'aspect collaboratif où du coup les personnes qui sont invitées à collaborer, eux sur leur espace, ils ne voient que leurs évaluations, ils ne voient rien d'autre, et les mesures qui leur ont été affectées, ce qui leur permet de participer à ce suivi et à modifier aussi les statuts, commenter quand il y a des modifications, des retards, etc. Et donc comme ça on commence à collaborer sur l'évaluation et on peut mettre en place un workflow où par exemple un chef de projet qui a terminé de remplir un questionnaire fait une demande de revue de la part de l'expert sécu, qui fait une revue, qui discute avec le chef de projet ou voilà, les autres parties prenantes, et une fois qu'on s'est mis d'accord sur des risques, des mesures, il y a une notion de validation où un responsable métier ou autre, il peut y avoir aussi plusieurs valideurs, mettent leur tampon avec la notion d'acceptation du risque. Et donc l'évaluation est terminée, viennent nourrir les indicateurs et donc comme ça on peut nourrir l'outil au fur et à mesure. Donc voilà dans les grandes lignes à quoi ça ressemble et quel type d'expérience on a derrière. Et quels sont les clients de l'outil? Là il y a des RSSI qui s'en servent, dans quel genre d'entreprise? Disons qu'à partir du moment où on a un département SSI, on a notamment un RSSI, on commence à avoir la maturité pour l'utiliser. Donc nous actuellement, nos clients et nos prospects, c'est des grandes organisations publiques, privées, qui sont en gros il y a deux cas. Soit le RSSI veut lancer par exemple un processus d'ISP dans l'entreprise. ISP d'intégration de la sécurité dans les projets, pardon, faites bien de me demander de préciser. Donc l'idée qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui se lance au sein de l'entreprise, il faut impérativement tenir compte dès le cadrage, c'est-à-dire dès la conception du projet, une nouvelle application, une nouvelle fonctionnalité sur une application, etc. Dès le départ, il faut tenir compte des risques de sécurité et des vulnérabilités potentielles dont un attaquant pourrait se servir, avec toujours l'idée que si on tient compte de la sécurité dès le départ, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace que si on s'en préoccupe une fois que l'application, que le projet est terminé. Et donc c'est souvent un enjeu pour les RSSI qui démarrent dans des organisations d'impliquer et de mettre en place cette culture de sécurité dans les méthodologies projet. Et on a le cas d'organisations aussi qui en fait ont déjà leur processus d'ISP en place
et qui sentent les limites de l'Excel et qui veulent du coup commencer à s'outiller en se disant bon, on a démarré un petit peu sur des Excel, voilà, pour commencer à mettre en place les choses, on a préféré attendre de voir clair sur comment ça se passe avant de s'outiller, et maintenant on sent qu'on a la maturité pour s'outiller. Donc oui. Le produit, il est développé avec un premier client, j'imagine. Oui. Ce premier client, il l'utilise donc pour intégrer la sécurité dans les projets. C'est ça. Alors le client en question, je peux le dire, c'est ISS France. Donc vous... et en effet, Société de nettoyage. C'est ça, exactement. Tout ce qui est entretien dans les bâtiments, mais oui, plus prosaïquement de nettoyage. Et l'objectif du RSSI était donc de mettre en place ce processus d'intégration de la sécurité dans les projets afin d'impliquer, en tout cas d'amener les chefs de projet à intégrer cette dimension sécurité dans leur travail. Et donc on a travaillé ensemble sur l'intégration d'un questionnaire qui existait déjà sur Excel. En fait, ils avaient démarré tout juste sur Excel, et quand ils ont vu notre outil, en fait, ils se sont dit autant démarrer tout de suite avec un outil qui va structurer les choses. Donc on a intégré leur méthodologie dans l'outil, et donc les chefs de projet travaillent avec cette méthodologie ISS. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est que ça leur génère assez facilement une documentation, même basique, au-delà même de l'aspect sécurité. Ça permet de documenter assez facilement et de retrouver assez facilement les informations sur quelles sont les applications de l'entreprise, quelles sont les données, leur sensibilité, voilà, des informations sur les fournisseurs, sécurité dans les contrats, etc. Donc ça génère aussi un peu un socle documentaire centralisé du coup à un seul endroit. Et l'aspect workflow permet aussi d'impliquer plus facilement les différents acteurs, et notamment les métiers qui doivent, en fin d'évaluation, valider, s'impliquer et prendre connaissance des risques et des mesures. Et Guillaume, tu nous parles à plusieurs reprises de méthodo au pluriel. Oui. Ça veut dire que quoi? Tu es capable, avec ton outil, d'aspirer des méthodos connus, ou même celles d'ailleurs d'un client, s'il a développé son outil à lui, son super truc perso. Vous fonctionnez comment pour ça? Donc la façon dont on fonctionne, c'est que alors on est capable, oui, de fournir des méthodologies connues. Là, on est en train en ce moment même de sortir eBioCRM. Donc si un client veut eBioCRM, par exemple, voilà, le grand sujet eBioCRM. Donc oui. Pardon de t'interrompre. eBioCRM, d'abord, ça marche, c'est pas mal. Avec ce qui est en train de tomber de la part de l'Union européenne en termes de méthodos et de cibles, il y a le secteur financier, je cite entre guillemets, qui est en train de découvrir qu'il y a un projet de règlement communautaire qui s'appelle DORA, Digital Resilience Operational Act, machin. Et dedans, si on est OSE et qu'on est DORA, il faut aller sur une méthodo. Et laquelle? C'était la minute juridique. C'est ça. Oui, merci pour la minute juridique, Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, les textes de l'UE tombent, tout le monde commence à regarder les textes. Si on dit qu'on fait de l'analyse de risque et qu'on bosse pour des gens qui tombent dedans, ça veut dire qu'il faut avoir adopté eBioCRM. C'est pas moi qui l'écris. Je vais bien failloter, mais il y a des limites. Oui, bien sûr. Donc eBioCRM, évidemment, c'est un incontournable. Et maintenant... il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas forcément ni l'enjeu ni la maturité d'utiliser des eBioCRM, ou qui vont en avoir besoin de façon très spécifique sur des environnements particuliers, mais qui de façon générale vont préférer utiliser des méthodos plus simples, qui vont plus droit au but, plus même pragmatiques, j'ai envie de dire, entre guillemets. Oui, et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que on récupère les fichiers Excel du client où il a sa méthodo, et on fait quelques allers-retours, c'est-à-dire qu'on va intégrer la méthodologie dans la plateforme. Donc on a une technologie qui permet de le faire quand même assez relativement rapidement. Et on en profite pour apporter une dimension un petit peu de conseil, si je puis dire. On va en profiter pour simplifier certains éléments, voilà, utiliser la force du logiciel pour certains calculs, certaines simplifications. Et quand le client est satisfait de la méthode qu'il retrouve dans le logiciel et que ça correspond à ce qu'il a l'habitude d'utiliser, on valide, et derrière il commence à l'utiliser. Et il y a la possibilité de jongler entre
entre plusieurs méthodologies, c'est-à-dire que si un coup il veut utiliser sa méthodologie, il va la retrouver, si un autre coup il veut utiliser BioCRM, il peut utiliser BioCRM, et en fait derrière on retrouve un peu toujours systématiquement les mêmes outputs des évaluations, donc l'outil va récupérer les outputs principaux, les besoins de sécu, les listes de risques, les listes de mesures, etc. Et il va nourrir la plateforme avec ça pour avoir une vision centralisée, même si on jongle entre différentes méthodologies. Donc oui, c'est ça aussi la force de l'outil, c'est qu'on est capable d'intégrer des méthodologies existantes, des Excel existants chez nos clients. Ce que tu viens de dire rappelle une question complémentaire. Vous faites du on-premises, du mode SaaS, vous faites les deux? On fait les deux. Alors actuellement on est en SaaS, on est en train de sortir le on-premise pour début 2022, c'est un gros chantier du moment. Donc oui, pour préciser, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on est assez jeune, hein. On s'est lancé au début de cette année, le lancement commercial a eu lieu en mars, donc on est encore une jeune pousse, donc voilà, on a tous ces projets qui se mettent en place, et donc on a commencé par le SaaS, et évidemment il y a une grande demande aussi pour le on-premise qu'on est en train de sortir. C'est toujours pareil, hein, pardon. Oui. On se lance en premises, en premise, ok. Oui. Puis après tout le monde gueule, on dit on veut. C'est et ça. quand on fait le contraire, on fait nous sommes en mode SaaS. Ah bon, mais nous on voudrait beaucoup. C'est l'esprit de contradiction, ouais. C'est comme ça. Il y a toujours un qui veut ce que l'autre n'a pas, et le contraire. Ouais. Bon, tout le monde a le même problème, donc ok. À un moment, on prend un axe de développement. On se lance, on commence à signer, on a un client derrière et on y va. Et après, on se déploie de la manière complémentaire de ce qu'on n'a pas commencé à faire. C'est la vie des startups. C'est ça. Et tu intègres des scénarios, tu intègres Mitre Attack par exemple, des choses comme ça? Pour l'heure actuelle, non. C'est un projet, c'est des projets qu'on a d'intégrer ce type de framework et de scénario. Donc pour l'instant c'est un petit peu tôt, mais ça fait partie des enjeux qu'on a d'apporter aussi des bases de connaissances de plus en plus riches et des frameworks comme tu évoques, Mitre ou d'autres. Et si je me mets à la place d'un RSSI qui écoute cet épisode et qui se dit tiens, je testerais bien, justement, est-ce qu'il y a moyen de tester? Comment est-ce que ça se passe? Ah oui, bien sûr. Alors la façon dont ça se passe, c'est que on a des espaces de démonstration standardisés où un RSSI ou une équipe sécu peut se connecter, jouer un petit peu, voir un petit peu la philosophie et l'esprit du logiciel. On a aussi la possibilité, si un client veut avoir une idée de ok, mais qu'est-ce que ça donne quand c'est personnalisé, est-ce que c'est vraiment si bien que ça, on commence aussi on peut aussi donner un espace de démonstration avec un petit peu de personnalisation, par exemple un fichier Excel simple s'il a un référentiel simple, ou voilà quelques éléments où il peut déjà avoir une idée avant qu'on se lance dans un chantier complet de personnalisation. Donc voilà, et cette possibilité ou bien de tester un espace de démonstration standard, ou bien un espace de démonstration déjà un petit peu adapté qui donne une idée de ce que ça donne comme résultat final. Généralement en fait les clients font les deux. D'abord ils essayent l'espace de démonstration standard, après ils disent ok, si vous m'ajoutez un peu de personnalisation pour que j'ai une idée de ce que ça donne, on leur fait, et après derrière s'ils sont convaincus ça va plus loin. Et ça fonctionne en mode collaboratif pour permettre à plusieurs personnes de collaborer sur le même scénario d'incident, sur de se mettre d'accord sur des probabilités d'occurrence, des choses comme ça. C'est ça exactement, on peut être plusieurs, on peut même quand on ajoute un utilisateur aller jusqu'à dire cet utilisateur je veux qu'il n'ait accès que à telle partie du questionnaire, tel autre utilisateur à telle partie du questionnaire. C'est des choses qui sont possibles aussi, mais en tout cas oui c'est conçu pour être un outil collaboratif à la fois dans les accès des uns et des autres, mais aussi dans les workflows qui sont mis en place où par exemple, voilà, quelqu'un qui remplit le questionnaire, il peut demander de l'aide ou une revue au responsable SSI de l'évaluation qui reçoit une petite alerte. Ce qu'on essaye aussi de faire au maximum, en fait, c'est d'autonomiser d'ailleurs les utilisateurs non sécu, les chefs de projet, etc. Avec la notion à la fois de self-service où ils peuvent par eux-mêmes demander la création d'une évaluation en mettant un maximum d'aide dans les questionnaires avec des infobules, des textes explicatifs. Donc c'est aussi quelque chose qu'on ajoute qui va guider au maximum l'utilisateur. Et voilà, et dès qu'il est bloqué, il peut demander de l'aide du coup au responsable sécurité qui va intervenir. Guillaume, vous avez un chatbot? Oui.
Oui, il y a un chatbot. Réponse, hein. C'est hyper important parce que si tu n'as pas de chatbot, je ne retournerai pas voir ton site web. Parce que là, j'ai été voir avant, mais s'il n'y a pas de chatbot, franchement, hein, je me mets en grève et je vais brûler des pneus dans la rue où je travaille. C'est super gaffe. Il y a juste la partie appréciation où il y a aussi la partie remédiation, donc des propositions pour réduire les risques. Comment ça marche cette partie-là ? Oui, il y a aussi la partie mesure, remédiation, où en fait à la fin de l'évaluation, donc l'expert sécurité va proposer un certain nombre de mesures. On peut choisir de ne pas retenir toutes les recommandations, ce qui permet de garder la trace des mesures, des recommandations qu'on a retenues et de celles qu'on a rejetées, toujours avec la notion d'acceptation derrière du risque qui devait être couvert par ces mesures qu'on a refusées. Et du coup, les mesures qu'on retient à la fin, sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord avec une validation du métier ou des personnes responsables de la validation de l'évaluation, se retrouvent dans un suivi des mesures global. On a toutes les mesures et on a tous les filtres qui permettent d'afficher les mesures en fonction de leur statut, de leur métier, des risques qu'ils couvrent, etc. Donc il y a cet aspect en effet de suivi des mesures où en fait les chefs de projet retrouvent dans leur espace les mesures qui leur ont été affectées et peuvent aussi modifier dans le temps le statut des mesures, les échéances s'il y a du retard, et donc l'expert sécurité peut aussi suivre ça. Il y a tout un historique à chaque fois qu'une modification a été faite sur une mesure, ce qui permet de garder la trace de voilà pourquoi à tel moment il y a eu un retard, pourquoi à tel moment le statut a changé, etc., etc. Alors, puisqu'on parle de mode SaaS, de la technologie, etc., c'est développé comment ? Quels sont les choix technologiques que vous avez faits ? Alors là, il aurait fallu que ce soit mon CTO qui soit là pour répondre, pour répondre à ces questions. Je serais moins... Je réponds pour toi ? Ah bah avec plaisir. Non, je suis menteur, mais il y a des limites. Non, je te laisse faire. On appelle ça se retrouver seul au milieu du gué. Et c'est toujours comme ça quand on passe en équipe. C'est ça. Les mesures de sécurité, ce sont celles que les chefs de projet, l'ensemble des collaborateurs à l'appréciation imaginent, ou il y a des catalogues intégrés comme 27002 ou des choses comme ça ? Oui, il y a des catalogues intégrés pour les mesures. En fait, soit l'utilisateur part à partir d'un catalogue qu'on lui propose, soit s'il a déjà sa liste de mesures, on intègre sa liste. Donc ça, les deux cas sont possibles. Finasoft est une jeune société. Aujourd'hui, oui. Finasoft a besoin de quoi ? De recruter, bon, bien sûr, j'imagine, de nouveaux clients, d'investisseurs, de locaux, de quoi ? Oui, très bonne question. Donc on est actuellement 4. On est donc les deux fondateurs, un développeur et une personne plus sur les aspects marketing qui vient de nous rejoindre. Donc comme vous l'avez vu, le site est un site qu'on a fait à la va-vite au tout départ. Il faut qu'on en fasse une refonte complète. Donc Finasoft actuellement a besoin de pouvoir faire face à toutes les demandes parce qu'on on est un petit peu victime de notre succès, on a beaucoup de demandes, donc on entre dans une phase où en effet on va chercher via de l'investissement à grossir un peu plus vite pour faire face à cette demande et en même temps tenir notre roadmap qui est également assez ambitieuse. Donc voilà, donc en résumé, Finasoft a besoin de grossir assez vite en termes d'équipe pour faire face à la demande qui prouve qu'en fait il y a quelque chose sur le marché qui résonne avec ce qu'on essaye d'apporter. Il faut que tu avoues que tu n'es pas en province. Hein. Peut-être tu fais du télétravail. Oui, alors là on est alors on est à la culture du 100% télétravail. Oui, donc on va rechercher aussi des locaux pour pouvoir quitter le. En fait, comme on a démarré les développements en plein dans le Covid. À vrai dire, par rapport aux locaux, c'est bien tombé aussi parce qu'on n'a pas eu. C'était pas forcément le bon moment pour en chercher. Mais maintenant, ça y est, on passe dans la phase aussi, on va avoir besoin de locaux et quitter ce mode télétravail pour se retrouver et pouvoir accueillir aussi des équipes.
Ok Guillaume, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Donc sur le mot de la fin, oui, je voudrais l'apporter. En synthèse, le constat de Finasoft qui est à l'origine de la naissance, il est simple. C'est que, comme je vous le disais, il y a ce paradoxe de... d'autres branches des entreprises ont leurs outils, les CRM pour le commerce, le RP pour la comptabilité, etc. La cybersécurité a de gros enjeux de gestion, dont la cybersécurité a un aspect fondamental. Donc nous, notre vision, c'est d'être un outil de référence pour cette gestion et de parler aussi justement à toutes ces entreprises qui... n'ont pas la maturité pour se caler sur des outils strictement EBIOS-RM ou des outils qui vont respecter des standards, des normes, qui vont amener tout un outillage très riche. Mais voilà, notre idée, c'est d'être sur cette étape intermédiaire ou même de démarrage où il y a besoin d'un outil convivial, simple, qui est capable d'intégrer des méthodologies également pragmatiques pour impliquer les collaborateurs. Alors aussi, la force de notre outil, c'est que, après je suis pas un spécialiste de tous les outils du marché, mais je pense que c'est aussi la collaborativité et l'implication des autres utilisateurs pour diffuser cette culture de la cybersécurité dans les entreprises. Donc voilà, si vous êtes un RSSI d'une organisation que vous voulez mettre en place de façon assez simple et ergonomique des processus autour de l'analyse de risque, l'intégration de la sécurité dans les projets avec des calculs d'indicateurs automatiques assez simples pour dialoguer avec votre direction, et en même temps avoir un outil qui vous permet de dialoguer efficacement avec les différentes entités de l'entreprise, les chefs de projet IT, métiers, etc., avec lesquels vous allez collaborer autour des analyses de risque, n'hésitez pas à venir nous voir et on sera ravis de voir comment on peut travailler avec vous et vous aider. Merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.